Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin et d'Ethereum et en dehors de ça, on peut parler vite fait, je vais le faire maintenant, on peut parler de Ape. Alors Ape, j'en ai parlé la semaine passée, il y avait eu de quoi prendre un trade, j'ai pas pris, je veux pas faire le malin, mais ça aurait donné un truc du genre 4R si j'avais tradé ça correctement, simplement que je l'ai pas fait, donc c'est dommage, mais c'est le jeu, on peut pas tout avoir non plus. Et là, on a tout perdu, donc à mon avis, Ape, c'est compliqué. On risque encore d'avoir un rebond, mais qui soit moins puissant que le précédent, à mon avis. On est en dehors maintenant sur Ape. On avait GMT. GMT, on est toujours positif, on est davantage au sein d'une consolidation, et je pense qu'on peut continuer à monter. C'est le jeton que je voudrais pas trop shorter en ce moment, vu qu'il y a énormément de hype avec ça et Stepon. Même si la valuation totale du projet se situe aux alentours des 40 milliards, ce qui me semble totalement absurde. Mais bon, ça génère pas mal d'argent magique, donc peut-être que ça peut continuer encore pendant un certain temps. Je vais en parler vite fait aussi d'un dernier projet qui est A0. Alors c'est un projet dans lequel j'ai envie de construire une position. Alors je me sens terriblement mal parce que on m'a parlé de ce truc-là. J'aurais pu acheter à l'ICO. À l'ICO c'était 10 centimes le jeton, sachant que là on est à 1,73 et qu'on est même monté à 3 dollars le jeton. Je me dis que je suis encore passé à côté d'une opportunité de faire un x30 et ça fait assez mal aux fesses parce que du coup je sais que sur ce genre d'ICO, parce que la personne qui m'en a parlé c'est une personne que je considère de confiance, que j'aurais mis pas seulement 1000 balles dessus quoi. Donc j'aurais peut-être mis un truc du genre 10 000 et à partir de ce moment là ça aurait fait beaucoup d'argent et c'est un peu dommage. Bref. De toute façon, les tokens sont encore lock, donc j'aurais pas pu sortir ici. Mais je trouve ça un peu dommage d'avoir loupé l'opportunité d'acheter un truc qui aurait pu être un x10. Enfin, je sais pas, je crois qu'il faudra encore attendre euh, en truc du genre septembre avant que les tokens ils soient unlocked, donc c'est pas non plus pour tout de suite. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment est-ce que les prix vont évoluer ici pour construire éventuellement une position. Parce que justement, je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir construire sur cette blockchain et ça, c'est intéressant du coup. Mais c'est pas pour tout de suite, hein, c'est vraiment un truc sur du long terme. J'en parle déjà maintenant, mais je garde ça dans un coin de ma tête. En dehors de ça, avant de faire l'analyse, on peut parler vite fait de la force du dollar. Alors, je suis pas assez intelligent pour vous dire ce qui va se passer d'un point de vue macro entre l'Europe, les États-Unis, la Chine et tout ça, mais je trouve ça intéressant de voir que d'un point de vue macro, l'euro est en train de dévisser depuis un certain temps hein, contre le dollar et a déjà perdu depuis juin de l'année passée, a perdu 15%. Donc ce qui fait que vos euros contre le dollar, ça vaut de moins en moins d'argent. Par contre, la chose qui est positive, c'est que je pense qu'on est tous plus ou moins... euh, on a tous une exposition au dollar via les cryptos. Dans le sens où je pense que la plupart des gens qui tradent les cryptos sont contre du stablecoin. Je pense qu'il y a très peu de gens qui tradent directement contre l'euro. Et donc à ce niveau-là, je trouve ça positif parce que le portefeuille, il est situé en euros. Et ça, c'est un chart qu'on voit assez souvent, assez peu souvent, c'est-à-dire que beaucoup de gens, on parle souvent de l'euro USD, mais ça, c'est l'USD contre le Chinese Yuan. Et il faut voir que depuis l'année passée, depuis 2 ans en fait, depuis Covid, l'USD était en chute libre, donc enfin chute libre à l'échelle des deux plus grandes nations, les deux plus grandes puissances économiques mondiales, avaient perdu 11%. Donc là, il reprend énormément de poils de la bête et ça fait partie des choses dont je sais que pas mal de gens parlent en ce moment, c'est cette reprise du dollar contre le yuan. Après, on va dire, c'est un rebond qui était attendu, mais qui est avec une très très grande puissance. Après, comme j'ai dit, je suis pas assez intelligent pour savoir ce que ça veut dire, ce que ça implique d'un point de vue macro, mais simplement intéressant de noter que le dollar, c'est peut-être et quand on regarde aussi contre le Dixie, donc le dollar index, donc c'est le dollar qui est indexé contre un panier de devises, pas simplement l'euro, le yuan et autres, vraiment un ensemble de trucs avec peut-être aussi le franc suisse, le yen japonais, etc. Et ben c'est vraiment en train d'exploser ce panier de devises. Donc posséder du dollar, après est-ce qu'on n'est pas encore en train de continuer à faire un truc comme ça? Je sais pas. Mais le dollar en ce moment c'est potentiellement ce qu'il faut posséder. Et en plus avec cette histoire d'Ukraine,
d'un point de vue macro, ça profite véritablement aux États-Unis qui nourrissent ce conflit et ceux qui en payent les pots cassés, c'est quoi dire, mais c'est l'Europe. Bref, c'est la zone euro. Je ne veux pas partir là-dedans parce que je m'y connaissais vraiment, vraiment pas assez pour, euh, pour en parler. Et j'ai un peu tendance à aborrer tous les gens qui sont experts dans, dans tous les domaines et qui vous sortent des analyses et qui pensent avoir la solution. Bref, euh, si on regarde aussi le SP500, globalement c'est pas génial et ce serait bien qu'on ait une espèce de rebond. Si on a un rebond aussi sur le SP500, peut-être que ce sera un rebond qui va ensuite donner lieu à une espèce de chute, mais si on a un rebond, ça permettrait aussi à Bitcoin, je pense, de pas directement dumper, parce que pour le moment, quoi qu'on en dise, on est encore un marché qui est fortement corrélé au marché classique, et notamment SP500, Nasdaq, tout ça. Donc BTC, on va faire vite fait l'analyse. Et une fois que l'analyse sera finie, je vais parler aussi vite fait d'un thread que Tunes, qui est une espèce de DJN qui a acheté du Dogecoin à moins d'un centime, je pense, et qui l'a raidé jusqu'à 50-60 centimes. Donc il a fait beaucoup d'argent là-dessus. Il a fait un thread que je trouve super intéressant et qui, à mon avis, est véritablement très très... Enfin, qui est... même si le gars en lui-même il se décrit comme une espèce de 69 IQ, bon voilà, ça se situe un peu, hein, ça dit ouais, j'ai un IQ de très très faible parce que je suis un DJN et que j'ai dans tous les projets que je peux et que je trouve intéressants. À côté de ça, il a quand même raidé pas mal de trucs. Et à côté de ça, malgré le fait qu'ils se disent être low IQ et que voilà, il se situe avec un IQ de 69 en rapport à la position sexuelle, il est capable de faire un thread avec des analyses qui sont à mon avis très très pertinentes. Donc ça, je vais passer un peu de temps en fin de vidéo dessus. Et je vais commencer par l'analyse de BTC. BTC, alors on a la clôture mensuelle. Est-ce que ça... Bon, ce niveau, je considère que... Est-ce que c'est vraiment une cassure ou pas? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est sur support? Honnêtement, je considère qu'on peut considérer qu'on est entre le support et cette résistance. D'ailleurs, quand on baisse les échelles de temps, on peut voir que ça, c'était également notre support. Donc, c'était notre clôture mensuelle ici, mais c'était également un support en hebdo. Donc, l'un dans l'autre, ça se tient. Et quand on baisse les échelles de temps, bon, le seul niveau qu'on pourrait éventuellement rejeter, c'est celui-là, mais on est toujours au sein d'une consolidation. Une fois qu'on commence à perdre les 37K, c'est une autre histoire. Mais j'ai vraiment pas grand-chose à dire, dans le sens où les gens qui veulent trader ça le font, mais mon avis personnel, c'est terriblement difficile à lire, c'est terriblement difficile à trader avec... Alors ici on a bien sûr eu un dump qui était cool pour les gens qui étaient short, mais on a véritablement quelque chose qui est très très difficile à trader, qui est très très choppy, et on est toujours potentiellement au certain range. Donc moi c'est quelque chose, je suis vraiment à l'écart, je suis à l'écart de ce genre de choses, et j'ai pas envie de trader. Donc ce que j'espère c'est qu'on ait un rebond sur le SP500 et que du coup ça donnera également un rebond sur BTC parce que je hold toujours du BTC mais c'est pas un marché que je veux trader pour le moment. Donc je vais pas ajouter davantage. Voilà, quand je descends sur sur les échelles de temps, ça donne des trucs comme ça qui aident pas forcément en fait à mon trading. Donc tout ce que je me dis c'est voilà, peut-être que si on monte ici, oui on va aller chercher au bout d'un certain temps les 42-43, mais je considère que c'est du trading beaucoup trop choppy avec pas assez d'éléments pour moi pour prendre des décisions là-dessus. Donc je préfère rester à l'écart. Ethereum contre BTC, pour moi ça semble toujours être c'est toujours très fort hein. Quand on regarde macro, pour moi là, Ethereum, j'ai toujours rien à dire. Ethereum BTC, je me dis qu'on peut toujours continuer à faire un pump, mais pour le moment là on est dans un moment où on a éventuellement une retrace. Si on revient chercher vers la zone des 0.07, voire en dessous, jusqu'à 0.65, ça pourrait être intéressant pour construire une position et en se disant que voilà, on a peut-être le triangle qui se met en route. Maintenant, comment est-ce que vous voulez trader ça? Soit vous êtes avec des fortes convictions et vous achetez tout simplement dans la zone ici, si on y revient. Soit vous êtes prudent et ce que vous pouvez faire, c'est simplement attendre. Attendre qu'on ait un breakout. On va voir si à ce niveau-là, c'est pas forcément un niveau qui est super bien défini, mais je considère que la manière dont j'ai dessiné ce triangle me paraît correcte.
et on considère que ceci c'est un fake out. Mais pour moi, je considère que si maintenant on vient avoir une cassure ici, et ce que je veux voir aussi, c'est la deuxième chose que je veux voir, c'est du volume, un volume conséquent. Donc qu'est-ce que j'appelle du volume conséquent? C'est un volume qui est plus conséquent que la moyenne. Donc idéalement, ce que vous voulez voir, c'est typiquement ce genre de choses. Tu vois, c'est un spike en volume, alors qu'ici on a un volume qui est quand même assez flat. Donc ce que vous voulez voir, c'est vraiment qu'on ait un volume qui commence à monter avec un breakout ici de ce niveau. Et à partir de ce moment-là, ça peut être intéressant vraiment à trader, mais ce sera vraiment un trade à prendre sur une échelle de temps. C'est un trade d'opposition sur potentiellement plusieurs semaines, quoi. Donc Ethereum BTC en attente. Mais j'aime bien ce qui est en train de se passer ici. Ethereum USD, bah, je vais pas vous dire je suis bullish sur Ethereum. Enfin, je suis bullish en soi sur Ethereum, hein, mais d'un point de vue trading, voilà, là c'est les derniers niveaux que j'ai tracés. On peut voir que depuis on a simplement fait, on est simplement en downtrend. Donc je veux pas ajouter quoi que ce soit là-dessus. Donc il y a des gens qui vont dire qu'on est ici. On est toujours sur support et on est toujours là-dessus. Ce qui est totalement vrai, hein, c'est totalement legit de parler de ça. Et on pourrait totalement continuer à faire du chop comme ça. Et si vous êtes chaud, honnêtement, c'est pas le pire des endroits dans le sens où la dernière liquidité qu'on a eue, bah, elle était ici. Et du coup, le stop que vous voulez avoir, il est ici en dessous aussi. Donc, si vous voulez prendre un long, bon, on est déjà ici. Donc, en termes de reward ratio, il faut vraiment être chaud et avoir vraiment beaucoup de conviction pour un trade à 2R. Ce qui pour moi est compliqué vu ce qui se passe sur le côté. Donc je sais que je vous fais une analyse technique en vous disant je suis nulle part et j'ai pas envie de prendre de position. Et je vous dis voilà, ça c'est risqué mais vous pouvez le prendre. Et je sais que je suis un peu en dehors du marché en ce moment, mais c'est la vérité. Pour moi, on est dans une zone, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous savez qu'il faut trader et vous devez simplement prendre des positions et puis c'est tout. Mais là, on est dans une zone pour moi qui est une zone à risque et avec peu de certitude. Donc je préfère rester en dehors du marché parce qu'être en dehors du marché, c'est également être en position. Donc voilà, l'analyse technique est terminée. Si vous voulez arrêter ici, vous pouvez. Mais je voudrais parler vite fait de quelques vérités. Et je pense que ça peut être très très intéressant. Je vais vous en lire quelques-unes. Je ne vais pas vous lire les 40. Mais la première, c'est 95% des participants dans les cryptos n'ont jamais lu de white paper. Et je pense que c'est totalement vrai. Donc on nous parle de certains coins et par des gens auxquels on fait confiance. Et on achète et on prie. Et c'est totalement vrai. C'est un peu ce que j'ai fait en fait avec A0, hein. C'est horrible à dire, mais ce que j'ai fait, c'est que je vous ai parlé de voilà, A0, c'est un projet dont j'ai envie de construire une position dessus, et j'en ai parlé. Et puis ce que je fais, c'est il y a certaines personnes qui me font confiance et j'en parle, et voilà, et puis on prie tous ensemble. Mais 95% n'ont jamais lu de white paper. Je pense que c'est tellement vrai. Honnêtement, posez la question à n'importe qui possèdent des cryptos, demandez-leur s'ils ont lu ne serait-ce que le white paper de Bitcoin qui est pas long, hein. Le white paper de Bitcoin, ça fait un truc du genre 13 pages, et, voire peut-être moins en fait, vu qu'il y a pas mal de formules de calcul. Mais à côté de ça, demandez-leur s'ils ont lu d'autres white papers, et la vérité c'est que même moi, il y a un ensemble de white papers, bah, j'ai pas lu quoi. Et je vais reprendre l'exemple d'Aleph 0, j'ai pas lu ce white paper, hein. Je veux peut-être construire un projet avec un gars qui connaît les founders, et c'est pour ça que je suis éventuellement chaud pour construire un truc là-dessus, et également construire une position. Ape, j'ai pas tradé ça, mais j'en ai parlé, et tout ce que je connais, c'est simplement le fait que ça a été un airdrop qui a été fait au holder des boardés pour Yacht Club. J'ai pas lu le white paper. GMT c'est différent. GMT j'ai lu le truc parce que voilà, mais j'ai lu après avoir acheté les chaussures. Donc c'est aussi particulier, hein. Donc voilà, posez-vous la question. Le white paper d'Ethereum, est-ce que vous l'avez lu? Moi je l'ai pas lu, hein. J'ai lu le white paper de Bitcoin, j'ai pas lu le white paper d'Ethereum, hein. C'est horrible à dire, hein. Mais c'est tellement vrai. Et donc on sait comment fonctionnent certains projets. Je veux dire, Ethereum, si vous utilisez Ethereum de manière régulière,
vous utilisez une chaîne de manière régulière, que vous comprenez son fonctionnement, ça va si vous n'avez pas lu le white paper, mais honnêtement, c'est vrai que c'est quand même généralement mieux de se dire ok, j'ai mis 10K dans un projet, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Donc il faut vraiment faire attention, et c'est moins le cas pour dire voilà, c'est moins le cas par exemple pour des projets tels qu'Ethereum ou Bitcoin, mais je trouve que la, l'illustration parfaite, bah, c'était à F0, dont j'ai parlé, dont j'ai pas lu le truc, et dont je parle, et je vous dis, ah, ça peut être intéressant. Donc là, je trouve que c'est très intéressant, et je sais que je vais sonner comme une espèce de gros connard, mais c'est la vérité, quoi. Donc transparence, je tiens à être transparent, je suis parti des 95%. Qui ont jamais lu de white paper et dont ils parlent de certains trucs. Généralement, par contre, quand je dois faire des reviews sponsor, bah là j'ai lu le white paper. Ça c'est différent. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué. 90% des participants ne savent pas expliquer comment fonctionne une blockchain. Et je pense que c'est vrai aussi. Déjà, en fonction des blockchains, bah, les blockchains fonctionnent pas, des projets, les blockchains ne fonctionnent pas de la même manière. C'est-à-dire que bon, Ethereum pour le moment est toujours. Je crois qu'il y a même des gens qui ne savent pas que Ethereum pour le moment est toujours proof of work. Euh, ils sont aussi en mode ouais, mais Ethereum c'est mieux parce que c'est POS. Non, pas forcément. Ils ne savent pas forcément comment fonctionne Avalanche ou Solana, qui sont des fonctionnements totalement différents aussi. Même moi, hein, en fait, le fonctionnement de Solana, je vous avoue, je sais pas comment ça marche. C'est un truc différent, c'est tout. C'est pas Proof of Stake, c'est un truc différent. Bref, faut remettre ça vraiment dans un contexte. Hein. Faut vraiment remettre tout ça en contexte. Et quand on lit ce genre de vérité, on dit ah putain, ça fait mal, mais c'est tellement vrai. La plupart des défis sont des Ponzi qui ne sont pas soutenables, et les gens qui sont le meilleur à la DeFi, en fait, c'est ceux qui traitent ça comme un jeu. Et c'est le cas, dans le sens où DeFi, bah, faut vraiment prendre ça comme un jeu, faut vraiment aller chercher, faut les grinder un peu derrière, se dire ouais bon bah là on a un yield à 50% pendant tant de temps, une fois que le yield commence à baisser, bah, il faut être out et prendre ses profits et se dire bon bah qu'est-ce que je vais chercher maintenant. Il ne faut pas rester sur une seule pool, parce qu'au bout d'un certain moment, bah, la pool elle va commencer à offrir des rendements qui sont de moins en moins intéressants, et ça va finir par vous niquer, quoi. D'autant plus qu'en DeFi, bah, vous avez l'impermanent loss qui peut faire assez mal aux fesses. Donc tout ça c'est des petits trucs, et je ne vais pas tous vous les faire, mais je trouve ça vraiment super intéressant. Un futur totalement décentralisé est impossible. Je pense que ça rejoint pas mal le point 2 ici, où il dit que la plupart des gens, ben, ils s'en foutent un peu de la décentralisation. Tout ce qui les intéresse, en fait, c'est simplement l'argent qu'ils sont capables de faire, et voir que leurs tokens, ils vont à la hausse, ils font de l'argent, et puis voilà. Et c'est vrai, en fait, on est dans un milieu, en fait, où on parle énormément de décentralisation, mais finalement, très peu de choses sont décentralisées. À l'exception de Bitcoin, et même il y a des gens qui sont capables de vous dire voilà, vu que une grosse partie d'Ethereum en fait se situe sur des serveurs AWS qui sont en fait la propriété d'Amazon, c'est pas si décentralisé que ça. Mais bref, c'est un point qui est valable. Mais donc la décentralisation, c'est quelque chose qui est finalement très très limité. Et je pense que c'est le cas pour tous les bitcoiners, tous les gens qui étaient même déjà en 2017 ou voire avant. Je pense que c'est quelque chose qui était très important pour eux. Moi, je sais que ça reste quelque chose de très important pour moi. C'est pour ça que je suis vraiment assez... Enfin, beaucoup de mes holdings sont sur BTC, Ethereum et en stable, mais que j'ai beaucoup moins d'argent dans le reste. Une des plus grandes menaces pour Bitcoin, c'est pas Ethereum, c'est Monero et Doge. Alors je suis pas certain pour Monero, parce que bon voilà, je pense que Monero a beaucoup de soucis à se faire, et enfin bon, je crois que lui-même en fait, il en parle pas mal, hein, parce qu'il parle après de Zcash. Mais bref, je vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a énormément à dire, et je pense que je pourrais faire 5 minutes voire 10 minutes de blabla sur chacun des points dont il parle, parce que c'est vraiment très très intéressant. Glassnode est une des pires choses qui peut arriver sur crypto Twitter, et je pense qu'en général, que ce soit sur YouTube aussi,
quand vous voyez des on-chain analytics de gens qui vous disent voilà, on-chain, il y a ça qui se passe, c'est bullish, faut vraiment faire gaffe. Et moi, je suis totalement d'accord avec ce truc. C'est aussi pour ça que j'en parle. C'est que souvent, il y a des gens qui vous disent voilà, on-chain, on a ça comme info, donc c'est bullish. On-chain, on a ça, on a de moins en moins on a de plus en plus de wallets qui sont créés, on a plus en plus de users, on a de plus en plus de fonds qui sont lockés en dehors des échanges. Il faut arrêter avec ça parce que ça veut tout et rien dire en fait. Si vous voulez prendre des paris là-dessus, ben, c'est libre à vous, mais c'est très très dangereux. Et pour moi, je trouve qu'il a totalement raison en disant que on-chain, enfin les données on-chain, il faut vraiment prendre ça avec une pincée de sel. Alors ça, bah, tout le monde a tort tout le temps. Et c'est simplement qu'il y a certaines personnes qui ont moins tort que d'autres et qui ont moins tort que d'autres, et c'est ce genre de personnes là que c'est même pas ça qu'il dit. Il dit, je reprends dans l'ordre, excusez-moi. Tout le monde a tort tout le temps. Et s'il y a quelqu'un qui veut vous faire croire qu'il n'a jamais tort, en fait, c'est simplement parce qu'il a toujours été vague. Et ceci dans le but de donner une certaine image de lui-même, et en fait de se représenter pour ce qu'il n'est pas. Donc ne faites pas confiance en cette personne. Quand vous avez des gens qui vous disent ouais voilà, qui arrêtent pas de dire voilà, ça s'est passé comme je le pensais, j'ai eu raison, machin, tout ça, c'est des gens avec lesquels il faut vraiment faire attention. Et je pense que je sais que moi j'ai tendance parfois à dire voilà, il y a eu, par exemple aujourd'hui j'ai parlé de ça, hein, j'ai parlé de voilà, et puis il y avait ça, je l'ai pas tradé, donc en soi j'ai aucun mérite à dire voilà, et il y avait ça qui s'est passé, et ça fait un pump de je sais pas combien de pourcents depuis que j'en ai parlé. Ça fait 30%, enfin ça a même fait plus, hein, ça fait... Voilà, j'aurais pu faire ça, hein, j'aurais pu dire voilà, ça fait 50% depuis que j'en ai parlé, je suis trop fort. La vérité c'est que je l'ai pas tradé, et ouais, donc il y a des gens qui vont dire voilà, je l'avais dit, machin tout ça, ou qui vont dire non, j'ai pas tort, j'ai jamais eu tort. Et moi, enfin, ça m'arrive tellement aussi de vous parler de trade et de ensuite vous faire un débrief en vous disant voilà, je me suis gouré. Et la vérité c'est que vous voulez tomber sur ce genre de personnes. J'ai pas envie de vous dire voilà, je suis fort et je suis honnête, faut me suivre et tout. Non, de toute façon il y a genre 100, 200 personnes qui regardent les vidéos, donc c'est pas non plus énorme. Mais quand vous voyez des gens qui ont des followers et qui font des 5000 vues par vidéo, voire plus, et qui sont en fait dans l'incapacité d'admettre leurs erreurs ou qui ont toujours raison, il faut vraiment se méfier d'eux. Donc voilà, c'est simplement mon avis personnel, mais vous faites comme vous voulez toujours. Et dans le tas, en fait, il y a des gens qui ont raison plus souvent qu'elles n'ont tort, et ça, c'est assez insane. Et bon, ici de certaines personnes. Mais dans tous les cas, même si ces personnes, en fait, ont la même idée, c'est pas pour ça qu'il faut faire all-in sur un truc, parce que ça peut très très mal se finir. Bref, voilà. Et puis ici, encore un ensemble de personnes, et je crois que je vais m'arrêter là. Donc j'ai déjà parlé pendant plus de 20 minutes, et je sais que j'étais un peu long, mais du coup vu que je fais une vidéo par semaine, j'essaye d'apporter un peu plus de contenu, et j'espère que non plus je vous ai pas gonflé, j'espère que j'étais pas un peu en mode moralisateur. Dans tous les cas, j'essaie simplement d'être plus ou moins ouvert et plus ou moins honnête, et puis c'est tout. Bref, je vais m'arrêter sur ces bonnes paroles, et j'espère que vous passerez une très très bonne semaine. C'était Graf, en vous souhaitant encore une bonne semaine. Tchuss.